Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, votre émission mensuelle qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de transmission de domaines, qu'ils soient agricoles ou viticoles. Et au sommaire, nous allons nous poser cette question: comment est-ce que cet héritage peut se faire le mieux possible sous l'égide notamment de la loi sur le droit foncier rural? Dans notre rubrique de la fourchette à la fourche, on remonte le chemin d'une asperge. Et puis dans la rubrique fact-checking, on s'intéressera à la corrélation entre abeilles et pesticides. Et puis finalement, en toute fin d'émission, on retrouve notre rendez-vous du mois à ne pas manquer. Mais pour l'heure, il est temps d'aller rencontrer nos invités. Bonjour à toutes et tous, bienvenue d'être ici. Bienvenue d'être ici, ça ne veut strictement rien dire, mais bienvenue à vous quand même et merci d'être sur ce plateau. Alors je vous accueille tout d'abord, on enchaîne avec Valérie Dietly. Vous êtes conseillère d'État et chef du département des finances et de l'agriculture. Avec vous aujourd'hui sur ce plateau, Pierre Guignard, agronome et directeur d'Estimapro, la filiale de Prométer spécialisée dans les estimations et expertises en milieu rural. Et puis finalement Claude Beller, agriculteur bio et président de Prométer. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par poser le cadre tout d'abord. Donc à la différence d'une société classique, et là on parle par exemple de sociétés actives dans l'artisanat, les services, les domaines agricoles sont soumis à la loi sur le droit foncier rural. Celle-ci favorise la reprise par des héritiers au détriment des autres acquéreurs afin d'éviter la spéculation des terres agricoles et de préserver la structure familiale de la paysannerie suisse. Ça c'est pour la base, c'est pour poser le cadre. Maintenant, en termes de chiffres, en 2020, selon Agroscope, la moitié des agriculteurs suisses avaient plus de 50 ans et un tiers d'entre eux n'avaient pas de repreneur. De l'autre côté, à l'inverse, 25% des jeunes qui obtiennent le CFC n'ont pas d'exploitation familiale à reprendre. Alors moi, j'aimerais, dans un premier temps, une réaction face à ces chiffres. Valérie Dietly, vous ouvrez les feux. Je vais essayer. C'est plutôt inquiétant si j'entends ces chiffres. Il faut peut-être quand même regarder si il faut rendre cette loi un peu plus flexible. Je vois une jeune génération qui veut plutôt être un peu plus... avoir plus de temps pour eux-mêmes. Travailler sur une ferme, c'est un 200%. Vous êtes là de lundi à dimanche. Vous n'avez pas un week-end de libre. Donc, je connais des structures aujourd'hui qui sont plus ou moins possible, mais pas forcément par cette loi, qui sont plus flexibles, où vous partagez une exploitation presque. Donc je pense que cette loi pourrait devenir un tout petit peu plus flexible pour répondre à ces besoins qui se développent. Pour évoluer et pour être plus en phase avec notre société actuelle où justement on est quand même dans un mode de sharing, comme on dit en anglais, donc de partage à de nombreux niveaux d'ailleurs. Ça pourrait se faire dans l'agriculture, vous le pensez, vous, Claude Beller ? Alors, dans un premier temps, il faudra des compétences, parce que pour être un bon agriculteur, il faut être très compétent, et puis il faut avoir la volonté de faire ce métier, parce que les compétences sont une chose, la volonté est une autre, et puis après, évidemment, dans une transmission de patrimoine, eh bien, il y a aussi toute la notion financière qui est extrêmement importante, et souvent, c'est ce qui est plus compliqué pour les néo-ruraux. Alors, je vous propose tout de suite de se pencher sur la question clairement. Transmettre un domaine agricole s'accompagne, comme vous l'avez dit aussi, d'une certaine manière, de nombreuses problématiques telles que la gestion des aspects juridiques, financiers, administratifs ou encore émotionnels, sans parler des attentes et du lâcher-prise dont il faut faire preuve. Alors, comment gérer la prise de ces décisions pour que la transmission se passe le mieux possible? Voici les points auxquels il faut faire attention avec Daniel Kempf, expert en droit foncier rural.
difficultés rencontrées dans les familles paysannes sont principalement des appréhensions sur les plans émotionnels, financiers, voire fiscal, dans ces moments charnières que sont le changement de génération sur une exploitation agricole. Nous rencontrons souvent aussi une vision idéalisée de la situation, que ce soit par les cédants eux-mêmes ou par le repreneur qui ignore la charge d'endettement sur un domaine agricole, ou les frères et sœurs qui se sont déjà représentés une valeur patrimoniale et puis une certaine somme qui leur serait versée à titre de dédommagement lors de la reprise par leurs frères ou leurs sœurs, qui entrent en concurrence, si on peut appeler ça comme ça, avec la nécessité de prévoyance des parents de retirer du capital de ce transfert, ainsi que les investissements qui seront à consentir par la nouvelle génération. La loi sur le droit foncier rural, voulue en 1994 par le peuple, souhaite pérenniser une agriculture familiale à taille humaine et on peut dire qu'elle protège mieux l'exploitation que l'exploitant, puisqu'elle donne la priorité aux descendants qui souhaitent pérenniser l'exploitation du patrimoine familial. Ceci se traduit, en d'autres termes, par la possibilité de reprendre une exploitation à sa valeur de rendement, soit une valeur d'outil de travail plutôt qu'une vraie valeur commerciale de ce patrimoine. La problématique hors du cadre familial réside dans le fait que la valeur de rachat d'une exploitation se situera 3 à 5 fois plus haut que la valeur de rendement. C'est-à-dire que le rendement financier de l'exploitation ne permettra pas de couvrir les charges. Voilà, on vient de le voir, de nombreux paramètres à gérer. Et ça, c'est votre domaine, hein, Pierre Guignard. Vous estimez des domaines ruraux, justement. Vous faites des expertises. Il y a, comme le disait Daniel Kampf, une certaine vision idéalisée de la vie à la ferme par certains. C'est ce que vous expérimentez aussi sur le terrain? Oui, peut-être. Les néo-ruraux, comme on en a parlé tout à l'heure, ils ont peut-être cette vision idéaliste de l'agriculture. Maintenant, c'est vrai que c'est un métier difficile. Il faut avoir une grande volonté aussi pour reprendre un domaine. Et puis, c'est ce qu'on retrouve sur ces exploitations. C'est des exploitants qui ont cette volonté de reprendre un domaine, un patrimoine. Et puis, c'est ça qui fait perdurer en fait, la terre aux mains des paysans. Donc, il y a aussi cette importance finalement de mettre des garde-fous. Vous le faites en tant qu'expert? Non, pas vraiment. De notre côté, chez Estimapro, on s'occupe uniquement d'estimer la valeur du patrimoine. Donc la valeur du patrimoine qui sera à remettre au fils reprenant. Et puis dans ce cadre-là, on ne s'occupe pas de la partie reprise qui sera traitée par nos collègues de l'Office de Crédit Agricole. On a vu tout à l'heure leur gérant Daniel Kampf. Alors il y a des aspects financiers, on l'a dit, il y a des aspects familiaux, il y a des aspects émotionnels. Finalement, qu'est-ce qui prédomine? Je vous entends rire, Valérie. Allez-y, dites-nous. Je pense, premier point de vue, souvent les émotions. Et puis, je pense à la fin, les finances. Les finances, je pense qu'on ne peut pas faire sans, ça c'est certain. Non. Parce que ce sont de gros montants qui sont en jeu. Comment est-ce que justement l'État entoure toutes ces transmissions? On a vu le directeur, on a un système avec le FIA et FIR en place qui permet d'obtenir des crédits d'investissement au-delà de ce que pourrait donner une banque ou ce que va donner une banque. Je pense que c'est un système qui est très, très, très apprécié dans le canton de Vaud et qui est très bien installé. Donc, nous, on propose ce genre d'aide. Et puis après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y a à disposition, quelle est la constellation. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de différents scénarios. Il y a des gens qui remettent, des gens qui aimeraient reprendre, qui issus du milieu agricole, qui ne sont pas forcément du milieu agricole. Et puis, consolider tous ces différents intérêts sous une loi ou sous une réglementation, c'est des fois assez difficile. Claude Bélair, vous êtes sur le terrain, hein, si je puis dire, puisque vous êtes agriculteur bio. Comment est-ce que vous le vivez, cela, au quotidien? Quelle est votre expérience par rapport à ce sujet de la reprise? Est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Oui, alors moi, je l'ai vécu moi-même. Je faisais partie des néo-ruraux au départ. Hein, et puis, alors, effectivement, ce que là, la plus grande difficulté, la difficulté financière, en tant que néo-rural, la grande difficulté, c'est qu'on arrive sur une exploitation avec nos bras et notre volonté.
et c'est la seule chose qu'on a à mettre en garantie. Alors souvent, il est très important d'avoir des très bons contacts avec, avec le cédant ou le futur cédant, et puis commencer par le bas de l'échelle, et puis lui montrer qu'on a l'envie de faire perdurer le patrimoine. Alors faire perdurer le patrimoine, ça ne veut pas dire qu'on va continuer exactement dans la même ligne que le précédent, mais que le patrimoine sera continué d'être exploité ou travaillé d'une manière très volontaire. Et ça, c'est à mon avis un point important. Et puis dès l'instant où il y a un bon contact qui s'est créé, une bonne alchimie qui s'est créée avec le cédant, et bien tout d'un coup, le cédant, il peut peut-être commencer par lui dire écoute, je te remets en fermage. Et puis par un fermage, bien, le cédant, il peut volontiers aussi devenir, lui, cédant par période. Quoi. Le jeune peut reprendre petit à petit. Et puis, dès l'instant où il aura repris bétail chez Daille, il aura déjà une certaine valeur patrimoniale. Et puis après, pour peut-être reprendre le bien fond, il aura des moyens pour dire à la banque voilà, j'ai de la volonté, j'ai des compétences, mais j'ai aussi déjà acquis quelque chose, et puis ça permet d'ouvrir des brèches pour après accéder aussi au crédit agricole. Alors Claude Belair, si je vous entends bien, ça demande surtout une forte préparation, ça prend du temps tout ça. Oui, ça prend du temps, autant du côté des cédants que des repreneurs. Et parce qu'effectivement, on peut pas, il n'existe pas un marché, un étalage avec des fermes à disposition. Je veux une ferme de plaine, ça n'existe pas, ça. Alors, et beaucoup de transmissions se font dans le cadre familial, mais il ne faut pas oublier que dans le cadre familial, les repreneurs sont aussi jaugés par rapport à leurs pères ou à leurs frères et sœurs pour qu'ils doivent démontrer qu'ils ont vraiment cette volonté aussi de faire de l'agriculture et puis de suivre dans l'élément patrimonial. Et puis après, les choses, elles se mettent en place. Pierre Guignard, par rapport à ce que disait aussi Valérie Ditli tout à l'heure, on a en effet plusieurs modèles. On peut avoir l'héritage où on est fils ou fille de paysans, ou alors pas du tout. Un peu comme Claude Belair, on veut rentrer dans ce domaine et les conditions ne sont pas les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Déjà, au niveau de la valeur, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on peut reprendre un domaine en tant que fils d'exploitant, qu'on souhaite l'exploiter nous-mêmes, et puis qu'il s'agit d'une entreprise agricole, à ce moment-là, on a le droit à une valeur préférentielle, la valeur de rendement agricole. Toute autre vente, un néo-rural qui voudrait acquérir un domaine, à ce moment-là, ce ne sera plus la valeur de rendement, ce sera la valeur vénale qui devra l'acquérir, et puis cette valeur est bien supérieure, de l'ordre de 3 à 5 fois plus cher, ce qui pose des problèmes de financement. Alors on va continuer à en parler bien évidemment, mais je vous propose tout de suite d'aller voir un cas concret ou 2 cas concrets, puisque maintenant nous partons sur les traces de 2 agriculteurs dans les districts de Morges, à Denan et d'Izy. On va y suivre le parcours d'une jeune femme, fille de paysan, ayant choisi de reprendre l'exploitation familiale afin de pérenniser le travail des générations précédentes, ainsi que celui d'un jeune homme ayant fait un apprentissage agricole dans le but de reprendre une exploitation. Exemple donc de parcours différents, mais de transmission réussie. Nous sommes à Denan, au-dessus de Morges, sur mon exploitation agricole, 46 hectares en grande culture et également des vaches allaitantes, une vingtaine de vaches mères avec leurs petits. Lorsque mon papa est arrivé en âge de la retraite, c'est vrai qu'il y a des réflexions en tant qu'enfant de paysan sur que va-t-il advenir de ce domaine. Et puis pour ma part, il y avait une volonté que ça reste dans le cadre familial et pas que ce soit vendu ou loué et exploité par d'autres. On se trouve à Dizy, dans la région de Cossonay-la-Sarraz, sur un domaine agricole avec des grandes cultures, des vaches allaitantes d'environ 70 hectares. Mon parcours, il a commencé jeune avec mes grands-parents qui avaient un petit domaine qui était non viable. Du coup, mes parents m'ont obligé à faire un autre CFC que j'ai fait. J'ai fait bûcheron pendant 7 ans. Je suis revenu à mon idée de base, mon rêve de faire agriculteur. Et aujourd'hui, j'ai pu travailler chez différentes exploitations. Je suis arrivé ici, au bon endroit, au bon moment. J'ai pu retrouver cette exploitation viable. Et voilà, maintenant on est en pleine reprise, en plein démarrage des procédures. Concrètement, aujourd'hui, je suis employé agricole ici à un certain pourcentage, d'après la demande du travail. Au 1er janvier, je vais reprendre l'exploitation en tant que locataire. Et à moyen terme, en tant que propriétaire. Aujourd'hui, je cherche des financements pour racheter les avances de culture au 1er janvier.
et les machines. Le bétail, c'est déjà le mien. Mais voilà, c'est des financements et des contrats à signer et à développer avec des bourses. J'ai fait un bachelor d'économiste d'entreprise à la Haute École de Gestion Yverdon. J'ai travaillé dans le milieu du football pendant 13 ans, donc rien à voir avec le monde agricole. Et pour pouvoir prétendre à reprendre l'exploitation familiale, j'ai dû suivre un cours d'1 année, un cours axé théorie, qui est fait notamment pour les enfants de paysans qui ont une autre formation, puis qui ensuite souhaitent reprendre l'exploitation familiale. Ce cours s'appelle l'ordonnance pour les paiements directs. Alors c'est clair que comparé à un enfant d'agriculteur, je n'ai pas ce modèle familial qui est depuis tout petit, on va avec ses parents à la ferme et tout. J'ai dû tout apprendre. À 24 ans, on arrive en apprentissage, des débuts un peu difficiles, mais ça m'a permis de développer un réseau avec beaucoup d'agriculteurs, aller chercher des questions avec mon patron, de trouver toujours des réponses. Et aujourd'hui, j'ai toutes les réponses que je veux, je peux aller les chercher partout. Ce qui me motive dans mon métier aujourd'hui, c'est la flexibilité des horaires, d'être mon propre patron et d'avoir sur ce domaine des projets futurs qui sont développables. La transition vers un nouveau métier, elle s'est faite progressivement. J'ai toujours réduit mon taux de travail à l'extérieur de plus en plus jusqu'à cette année être à 100% sur le domaine. Et puis j'ai pu compter, et je peux toujours compter sur le soutien de mon papa, qui est mon maître d'apprentissage, finalement la personne qui chaque jour m'apprend une nouveauté dans ce milieu-là qu'il a fait toute sa vie. Et pour moi, c'était important et c'est hyper valorisant de pouvoir partager ça en famille avec lui. Et c'était hyper important pour moi de continuer et de pérenniser ce que des générations de sautis ont fait avant moi sur le même domaine. Voilà, on voit bien dans le sujet deux exemples très différents, avec un cadre familial ou extra-familial, et pourtant ce qui ressort, c'est l'importance du passage de témoins. J'aimerais revenir à cette question d'héritage. On a vu dans le sujet une jeune femme qui reprend la ferme de ses parents, et pourtant elle n'est pas seule, il y a des frères et sœurs. Comment ça se passe dans ce cas-là s'il y a plusieurs héritiers? Pierre. Plusieurs héritiers, alors ça dépend, je dirais, plusieurs héritiers qui souhaitent reprendre le domaine. Ou pas. Alors, si plusieurs héritiers souhaitent reprendre le domaine, à ce moment-là, il faudrait peut-être penser à la copropriété, ou sinon, ce sera peut-être un choix familial à opérer. Dans l'autre cas de figure, le choix, donc il y a un seul reprenant. À ce moment-là aussi, c'est un partage familial qui va se passer avec une valeur préférentielle si on a une entreprise pour reprendre ce domaine, et puis ensuite une valeur, des montants qui seront versés aux frères et sœurs pour défraiement. Alors, on le sait, cette loi, la LDFR, comme on l'appelle, elle a pour but de préserver la structure familiale de l'agriculture helvétique. Or, on comprend quand même que ce n'est pas simple à gérer au niveau des transmissions, dans un sens qu'on soit dans la famille ou pas dans la famille, parce que c'est difficile d'arriver jusqu'à un domaine si on est un néo-rural et qu'on veut en reprendre un. Est-ce qu'en Suisse, on est sur un modèle basé sur le reste du monde, ou c'est vraiment une spécificité helvétique, Valérie Dietli ? Je crois que c'est effectivement un peu une spécificité helvétique. Ce que j'aimerais dire, ce qu'on voit avec les deux cas là, et pour moi c'est ça qui est important, si je parle autant que conseillère d'État, c'est de reconnaître que c'est des entrepreneurs. C'est vraiment des entrepreneurs, et puis on doit leur laisser une certaine liberté, qui est aujourd'hui peut-être un peu trop restreinte. Ouais. C'est un cadre qui est quand même assez extrêmement serré. Ouais. De l'autre côté, c'est plutôt mon côté personnel, mais je me retrouve un peu dans une situation où à la maison, il y a une ferme, on ne sait pas trop qui va reprendre. En même temps, ne pas
ne plus avoir la famille sur cette ferme. Ça serait difficile. Ça serait extrêmement difficile si je réfléchis. Enfin, on revient au côté émotionnel. On revient au côté émotionnel qui est extrêmement important et qui est peut-être difficile à comprendre si on n'est pas dans ce genre de situation. Comment est-ce que justement l'État peut alors faire évoluer cette loi? Qu'est-ce qui peut être mis en place? À mon avis, il y a des pistes. Mais je ne suis pas expert là-dedans. Mais il y a des pistes comme quoi on pourrait réfléchir de mettre... Enfin, il faut avoir un bâtiment pour exploiter, et puis actuellement, il faut avoir un seul bâtiment par exploitant, de mieux permettre une copropriété qui est déjà plus ou moins possible, mais seulement dans certaines conditions, mais je ne suis vraiment pas expert là-dedans. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai déjà dit tout au début, il faudrait rendre cette loi peut-être un peu plus flexible, parce qu'il y a un tas de situations. Vous partagez ce point de vue ? Oui, mais ce qu'il y a d'important, cette loi, elle est quand même, comme elle fonctionne actuellement, elle a quand même un point qui est très positif, c'est qu'elle protège la terre pour les exploitants. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et puis, alors, le système de la LDFR, il peut être un peu contraignant, mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut qu'une exploitation agricole suisse reste familiale, puis qu'elle puisse vivre de sa famille. Alors, évidemment, les exploitations grandissent un petit peu avec le temps, mais l'agriculture devient de plus en plus efficiente. Chaque unité de main-d'œuvre a une efficience qui augmente, donc il faut aussi un peu plus de terre pour arriver à bien gérer l'exploitation. Et ça, c'est des éléments qui sont primordiaux dans la réflexion qui se fait. Et dans les exemples qu'on a vus, on a vu deux exploitations de grandeur très différentes l'une de l'autre, mais qui ont des activités de travail différentes et puis des axes de production différents. Mais en termes, il faut que la famille puisse vivre de son activité sans crouler sous le travail. Et c'est un petit peu l'équilibre qu'il faut trouver là entre deux. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis la formation, très rapidement, on l'a vu, c'est capital aussi. Pour pouvoir reprendre un domaine, il faut une formation de base. Alors, pas forcément pour reprendre un bien de terre, pas forcément, mais pour être reconnu en tant qu'exploitant agricole, là, il est nécessaire d'avoir une formation de base. Et ça, c'est absolument indispensable parce que la formation, et à mon avis, c'est la clé de voûte de tout, quoi. Et puis un agriculteur bien formé, en général, fait des produits de très grande qualité. Oui, et puis comme on l'a dit, passage de témoins avec les générations qui cèdent, que ce soit de la famille ou hors famille. Alors maintenant, on va enchaîner. Je vais vous poser une question. Vous les aimez peut-être à la flamande, avec une sauce hollandaise, en risotto ou au four. Vous savez de quoi je vous parle ? Des asperges. Bien sûr, l'asperge, c'est le légume de printemps par excellence et elle se déguste sous toutes les formes. Mais quel travail est nécessaire pour que le produit fini arrive dans vos assiettes ? Eh bien, regardez. J'apprécie tout particulièrement la culture de l'asperge car c'est l'un des premiers légumes annonciateurs du printemps. Ensuite, c'est un aliment exceptionnel, notamment riche en fibres et très peu calorique. Et notamment, on peut la prêter en cuisine de multiples manières selon les goûts et les envies. Ici, nous sommes sur l'exploitation de la famille Bourgeois. Nous sommes agriculteurs maraîchers et nous cultivons de l'asperge depuis environ 40 ans. La récolte, elle a commencé fin avril, début mai. Ça dépend toujours en fonction des conditions climatiques et puis des températures de l'année. Cette année, on est une année assez fraîche, donc la période du début de la récolte, c'est un peu décalé. On a eu 1 à 2 semaines de retard. Donc là, on est en pleine récolte. On est sur un champ d'asperges vertes. La principale différence entre l'asperge blanche et l'asperge verte, c'est qu'en fait l'asperge blanche, elle pousse dans le sol. On met une bâche sur les buttes et on va la récolter en soulevant la bâche dans le sol. C'est pour ça qu'elle reste blanche, c'est parce qu'il n'y a pas l'effet de la photosynthèse dessus. Nous, on ne peut pas cultiver de l'asperge blanche sur nos sols car on a des sols très argileux et pas sableux. Donc l'asperge blanche pousse plutôt dans les sols sableux et l'asperge verte se plaît dans tous les types de sols, on peut dire.
À la première année, on va planter des griffes d'asperges au mois de mars. Ces griffes, elles vont faire des turillons, comme on voit ici. Donc on va la laisser venir aux fleurs. Il n'y aura pas de récolte la première année. À partir de la deuxième année de culture, on va commencer à faire une récolte, mais une récolte plus courte de 2 semaines afin de ne pas épuiser la plante. Et on sait que la culture d'asperges, c'est une culture pérenne, ça veut dire qu'elle va rester 10 ans sur la même parcelle. Donc à partir de la 3e année et ce jusqu'à la 10e année, on va pouvoir faire une pleine récolte d'environ 6 semaines. Alors le but qu'on recherche pour la récolte de l'asperge, c'est qu'elle fasse la hauteur du couteau. Donc ça, c'est vraiment le point de repère qu'on prend lors de la récolte. Celle-là, on voit qu'elle est trop courte, donc celle-là, on va la récolter d'ici 3 ou 4 jours. Donc il faut savoir que l'asperge, elle n'est pas mécanisable. Tout se fait à la main pour une raison très simple, c'est qu'on voit qu'elles sont toutes à une hauteur différente et qu'elles poussent tous à des endroits disparates. Donc celle-là, on peut la prendre, voilà. Celle-là, on met le couteau, celle-là, elle est prête. Il faut faire très attention avec la pointe du couteau à ne pas couper l'asperge qui va pousser à côté. Étant donné que c'est des turillons qui poussent sur une griffe, elles sortent vraiment un peu partout. Donc ça, c'est un peu le défi de la récolte, on dira. Alors, ça, c'est les asperges qu'on vient d'aller récolter au champ. Donc là, on va les calibrer. Donc la première partie, elle consiste simplement à déposer les asperges soigneusement avec la tête bien appuyée contre la tôle là qu'on voit. L'asperge, elle va se faire scier par la lame là, et puis ça nous donnera la bonne hauteur après pour réaliser les bottes. Alors maintenant que l'asperge, on l'a déposée sur le tapis et qu'elle a été coupée à une hauteur d'environ 23 cm, le but, ça va être de calibrer en 3 catégories différentes. Donc la première catégorie, c'est le premier choix, c'est tout ce qui est calibre d'un diamètre au-dessus d'1 cm. Ensuite, on aura le deuxième choix, donc ça, ce sera les fines, tout ce qui est calibre inférieur à 1 cm, mais qui reste toujours avec une tête bien formée et droite. Et ensuite, on aura le troisième choix. Le troisième choix, c'est ce qu'il y a eu, par exemple, des dégâts au champ, s'il y a des têtes qui sont cassées ou celles qui sont tordues, comme ça. Voilà. Donc, on a les 3 catégories différentes. Dans nos 3 catégories, le deuxième et le troisième choix, il est valorisé justement en vente directe, donc à la ferme. Et on utilise le premier choix, donc tout ce qui est calibre supérieur à 1 cm, pour réaliser des bottes pour la grande distribution. On l'a entendu dans le reportage, la culture de l'asperge, c'est une culture pérenne, c'est-à-dire qu'on peut faire pleine récolte pendant 6 semaines entre la 3e et la 10e année. Donc ça, c'est clairement un avantage quand on choisit de cultiver un légume. Par contre, à l'inverse, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas mécaniser. Et pourtant, l'asperge est cultivée dans le canton de Vaud depuis la fin des années 70. Ça recouvre, on imagine, pas mal de surface. Est-ce que toute la surface est utilisable pour les asperges? Est-ce qu'on peut encore développer cette culture? Je ne sais pas, Claude, Pierre? Oui, alors, c'est une culture qui est quand même très particulière parce qu'il faut que le sol ait au moins 8 degrés de température pour qu'elle commence à pousser. Donc, on ne peut pas le faire partout? On peut pas le faire. Alors, quand elle a démarré, on ne peut pas le faire partout. Alors ça, c'est sûr, parce qu'il y a la qualité du sol qui est une chose. Comme on a vu, l'asperge verte se fait dans des sols un peu plus lourds, un peu plus argileux. Et puis l'asperge blanche, elle se fera plutôt dans les plaines alluviales, type plaine du Rhône, où les choses se passent très bien. Mais ce qu'il y a de très compliqué, c'est qu'alors, pendant la période de récolte, les choses se passent bien, mais après, si la récolte dure 6 semaines, il reste encore 40 semaines ou 44 semaines pendant le reste de l'année où le sol doit être entretenu. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait de ce terrain? Et puis, alors, on peut justement, on doit l'entretenir et puis le préserver pour les asperges, parce qu'on ne peut pas cultiver d'autres choses. Comme vous avez vu, les griffes, elles restent en place. Donc, elles sont là, sur le sol, elles occupent le sol. Et puis,
il faut continuer de l'entretenir toute l'année. Alors, il y a 6 semaines de récolte, et puis pour tout l'ensemble de l'année d'entretien, et tout doit se faire d'une manière manuelle, et ça, c'est extrêmement chronophage, et ça prend beaucoup de temps. Mais c'est aussi un légume qui est très apprécié, parce que comme il a été dit dans le reportage, c'est le premier légume au printemps. C'est vrai. Donc, il y a toujours un engouement, c'est l'arrivée du printemps, c'est chouette. Mais en Suisse, on produit que le 8% des asperges qu'on consomme, et on consomme 1,1 kg d'asperges par habitant, donc c'est relativement peu. Alors, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup d'asperges qui viennent d'ailleurs, hein, notamment du Pérou, d'Espagne, et ça, on les trouve dans nos supermarchés, et on les trouve quasiment toute l'année, j'exagère à peine. Est-ce que ça, c'est un mauvais message par rapport aux agriculteurs locaux, Valérie Ditli ? Je pense qu'il faut traiter le sujet un peu plus largement. Agriculture durable, comment elle est possible ? Elle est possible aujourd'hui, je pense, avec une grande sensibilisation aussi des consommateurs et des grands distributeurs. Il faut mettre ces gens autour d'une table. Comme consommateur, il faudrait peut-être aller vers presque un petit changement de société, vers une vie qui permet de se prendre le temps pour faire les achats. Alors pour c'est un cuisiner. changement d'état d'esprit. Ça veut dire un changement d'état d'esprit. Plus juste au supermarché, on achète la botte. Et voilà. Je fais souvent l'exemple des patates. Mon père, il fait des patates sans utiliser des produits. Ça donne des patates qui ont des taches, qui sont plus longs. Moins jolies. Voilà, moins jolies d'un côté. Donc c'est l'œil qui va avec. Et de l'autre côté, ça prend plus de temps pour les préparer. Donc c'est un changement de société pour aller vers des produits qui sont plus d'ici, plus locaux. Plus locaux, plus saisonniers. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a l'aspect des grands distributeurs sur lequel on devrait commencer à parler. L'asperge, c'est une chose. Quand elle arrive sur le marché suisse, c'est souvent les premiers, ce n'est pas les Suisses qui arrivent. Donc vous offrez aux consommateurs déjà plein d'asperges et quand les Suisses arrivent, ils sont déjà plus en vie parce que la saison est quasiment terminée. Voilà. Donc là, je pense les grands distributeurs, eux, ils doivent vraiment commencer à penser un peu dans cette tendance-là et offrir, donner la possibilité, parce qu'ils sont souvent un monopole, si on parle des grandes oranges, là, et puis eux, ils doivent faire des pas. Ces années à venir, asperges, c'est une chose, fraises, c'est autre chose. Donc, il y a du boulot là. Pierre, j'aimerais une réaction. Pour moi, le consommateur a aussi son rôle à jouer là-dedans. Au lieu d'acheter les asperges qui viennent, on l'a dit tout à l'heure, d'Espagne ou du Pérou, il ferait mieux peut-être d'attendre l'avenue des asperges suisses, je suis tout à fait d'accord. Et puis en patientant, consommer peut-être des endives de Thierron, de Ponterea. Alors le problème, c'est que c'est un petit peu la poule ou l'œuf. Hein. Finalement, c'est la faute de C'est qui ? les deux. C'est les deux. C'est une collaboration presque, ou une responsabilité partagée. Faire des achats, c'est peut-être l'acte le plus politique que vous faites, que chacun fait dans sa vie. C'est vrai. Parce que vous avez une telle influence avec ça. Et puis, il faut sensibiliser les jeunes, nous tous. Et puis, vraiment, presque faire un changement de société, de vie, d'état d'esprit. Et être ce qu'on appelle des consomme-acteurs. Voilà. Alors, on va tout de suite enchaîner avec un autre sujet qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit des abeilles et des pesticides, les acteurs d'un scénario qui se retrouve très, très souvent en première page des médias. Alors, y a-t-il une corrélation directe entre les deux et quel est le réel nombre de cas d'intoxication d'abeilles par des pesticides liés à l'agriculture ? Bienvenue dans notre rubrique Fact-Checking. La disparition des colonies d'abeilles est un phénomène qui inquiète depuis de nombreuses années. Si les raisons exactes sont difficiles à établir, l'utilisation des pesticides fait partie des causes irréfutables. Le problème, c'est que certaines sources pointent systématiquement du doigt les agriculteurs, alors que les observateurs reconnaissent que le secteur agricole a fait de gros progrès dans ce domaine. On oublie parfois que bien d'autres utilisateurs, comme les particuliers, ont aussi recours à des traitements désastreux pour les abeilles. À ce titre, le dernier rapport réalisé par Apiservice, la plateforme helvétique de référence sur l'apiculture, montre que sur 13 cas de suspicion d'empoisonnement d'abeilles en 2022, aucun n'est imputable aux pesticides de l'agriculture. Sur ces 13 cas étudiés, un seul empoisonnement est lié à un insecticide sans rapport avec le monde agricole, puisqu'il s'agit d'un produit pensé pour une utilisation en intérieur exclusivement.
Il est bon de rappeler aussi que les intoxications dues aux néonicotinoïdes ont drastiquement baissé entre 2013 et 2022, puisque plusieurs substances actives n'ont plus l'autorisation d'être utilisées en Suisse. Oui, les agriculteurs ont besoin des abeilles et n'ont aucun intérêt à les voir disparaître. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont le pouvoir d'agir sur tous les facteurs de risque. On pense au réchauffement climatique, à l'urbanisation ou encore aux nuisibles importés comme le varroa ou le frelon asiatique. Comme quoi, la survie des abeilles doit être l'affaire de tous. Encore une fois, on l'a bien compris, c'est l'affaire de tous et on le voit aussi dans le sujet. Il y a des causes multifactorielles à la disparition des abeilles. Alors, je pose la question, pourquoi est-ce que dans ce cas, l'agriculture est pointée du doigt? Est-ce que ça fait partie des boucs émissaires de choix ou bien est-ce que c'est à l'avantage de certains de dire « ouais, on met ça sur le dos de l'agriculture » Claude? Alors, c'est un peu... On parle de pesticides dans l'agriculture et puis c'est vrai qu'on en a besoin pour protéger et soigner nos cultures. On parle de biocides pour le reste de la société. Mais souvent, on a les mêmes produits. On a interdit les néonicotinoïdes dans les utilisations d'insecticides pour lutter dans nos cultures. Par contre, on utilise toujours ces néonicotinoïdes dans les choliatiques pour les chiens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on devrait avoir une législation qui soit la même pour tous, et puis on devrait imposer les règles les mêmes pour tous. Parce qu'effectivement, là, dans une situation comme ça, alors, à la bonne heure, comme les apiculteurs sont très proches des agriculteurs et qu'il y a une bonne collaboration, quand il n'y a pas de problèmes d'intoxication, ça veut dire que les choses fonctionnent super bien, mais il peut y avoir des intoxications qui viennent de l'extérieur. Et puis ça, on devrait aussi être attentif à ces éléments-là, parce que pas simplement pénaliser un secteur de production. Effectivement, on utilise beaucoup de produits pour soigner nos plantes, mais dans leur portage, il y a un tracteur et un agriculteur qui travaille avec un rouleau. Le rouleau, ce n'est pas un produit qui est négatif, ça a un rôle extrêmement important dans la préparation du sol. Donc, toutes les activités qu'on fait dans l'agriculture, souvent, elles peuvent prêter à critique parce qu'elles sont mal connues. Et l'objectif qu'on a ici aujourd'hui, c'est pour mieux faire connaître nos activités. Pierre, vous partagez cet avis? Est-ce qu'il y a un système à deux vitesses, finalement? Oui, bien sûr, c'est facile de mettre la faute sur les agriculteurs. Ils ont aussi une visibilité qui est plus grande que les consommateurs chez eux, finalement. On les voit avec leurs pompes à traiter dans les champs. Et puis, comme l'a révélé à la fois le reportage et puis Claude, on ne peut pas attribuer la perte des abeilles, en tout cas pas aussi nombreuse que ça aux agriculteurs. Il y a bien d'autres origines à cette perte des abeilles. Et puis relever aussi, finalement, les agriculteurs ont besoin des abeilles, donc il n'y a aucun intérêt à les voir disparaître. Valérie Ditli, est-ce qu'il faudrait légiférer différemment? Alors, par exemple, ne plus pouvoir acheter certains produits en tant que particulier, alors que les agriculteurs ne peuvent pas les utiliser? Je pense qu'il faut effectivement amener un peu une cohérence. On ne peut pas interdire aux agriculteurs quelque chose qui n'est pas interdit au privé, si j'ose le dire comme ça. Et là, de nouveau, peut-être un petit changement au niveau d'état d'esprit. Les privés, ce qui est joli actuellement, c'est avoir... Au parterre de fleurs. Non, justement pas. C'est avoir un gazon sans avoir des fleurs, sans rien. C'est ça qui est là, joli. Vous voyez que je n'ai pas de gazon à la maison. Voilà. Mais dans l'esprit, dans la plupart dans l'esprit de la plupart des gens, c'est un gazon sans fleurs, sans rien. Là, il n'y aura pas d'abeilles. Alors, on va rester sur ce joli gazon, et pourtant peut-être pas le plus écologique des gazons, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, on va devoir conclure. Le mois prochain, nous parlerons de rotation des cultures, accompagnés d'un agronome et de 2 agriculteurs sur ce plateau. Rendez-vous donc le dernier vendredi de juin pour cette prochaine édition, qui sera la dernière avant la pause estivale. Mais avant de se quitter, nous vous proposons encore notre rendez-vous du mois, en route pour les caves ouvertes vaudoise, manifestation qui aura lieu le dernier week-end du mois de mai à travers tout le canton de Vaud, afin de vous faire déguster la variété de la production viticole locale. Et qu'il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter santé et à très bientôt. Au revoir. Les 27 et 28 mai 2023, bienvenue aux caves ouvertes vaudoises. Cette année, ce sont plus de 200 vigneronnes et vignerons qui ouvrent grand les portes de leurs caveaux pour faire déguster leur dernier cru. L'événement, qui se déroule sur tout le territoire du canton, est l'occasion de découvrir la diversité de nos terroirs. Bonvillars, le Chablais, les Côtes de l'Orbe, la Côte, la Vaud
ou le Vuy. Muni d'un verre de dégustation, le public est invité à découvrir les derniers millésimes et nombre de spécialités locales lors de cette manifestation conviviale et joyeuse. Les Caves ouvertes 2023, un week-end sous le signe de la convivialité pour célébrer la richesse des vins vaudois. Les 27 et 28 mai dans tout le canton de Vaud. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.